Le cercle polaire était enfin franchi. Le Forward passait le 30 avril à midi par le travers de Steinborg. Des montagnes pittoresques s'élevaient dans l'horizon de l'Est. La mer paraissait pour ainsi dire libre de glace, ou plutôt, ces glaces pouvaient être facilement évitées. Le vent sauta dans le sud-est et le brick, sous sa misaine, sa brigantine, ses huniers et ses perroquets, remonta la mer de Baffin. Cette journée fut particulièrement calme et l'équipage put prendre un peu de repos. De nombreux oiseaux nageaient et voltigeaient autour du navire. Le docteur remarqua, entre autres, des alcaalas presque semblables à la sarcelle, avec le cou, les ailes, le dos noir et la poitrine blanche. Ils plongeaient avec vivacité et leur immersion se prolongeait souvent au-delà de 40 secondes. Cette journée n'eût été marquée par aucun incident nouveau, si le fait suivant, quelque extraordinaire qu'il paraisse, ne se fût produit à bord. Le matin, à 6 heures, en rentrant dans sa cabine après son quart, Richard Chandon trouva sur sa table une lettre avec cette suscription: au commandant Richard Chandon, à bord du Forward, mer de Baffin. Chandon ne put en croire ses yeux. Mais avant de prendre connaissance de cette étrange correspondance, il fit appeler le docteur James Wall, le maître d'équipage, et leur montra cette lettre. « Cela devient particulier, fit Johnson. « C'est charmant, pensa le docteur. « Enfin, s'écria Chandon, nous connaîtrons donc ce secret. » D'une main rapide, il déchira l'enveloppe et lut ce qui suit. Commandant, le capitaine du Forward est content du sang-froid, de l'habileté et du courage de vos hommes, vos officiers et vous, vous avez montré dans les dernières circonstances. Il vous prie d'en témoigner sa reconnaissance à l'équipage. Veuillez vous diriger droit au nord vers la baie de Melville, et de là, vous tenterez de pénétrer dans le détroit de Smith, le capitaine du Forward KZ. Ce lundi 30 avril, par le travers du cap Walsingham. « Et c'est tout ?» s'écria le docteur. « C'est tout, » répondit Chandon. La lettre lui tomba des mains. « Eh bien, dit Wall, ce capitaine chimérique ne parle même plus de venir à bord. J'en conclus qu'il n'y viendra jamais. »« Mais cette lettre, fit Johnson, comment est-elle arrivée ?» Chandon se taisait. « Monsieur Wall a raison, répondit le docteur, qui, ayant ramassé la lettre, la retournait dans tous les sens. Le capitaine ne viendra pas à bord par une excellente raison. Et laquelle ? Demanda vivement Chandon. C'est qu'il y est déjà, répondit simplement le docteur. Déjà ? S'écria Chandon. Que voulez-vous dire ? Comment expliquer sans cela l'arrivée de cette lettre ? Johnson hochait la tête en signe d'approbation. Ce n'est pas possible, fit Chandon avec énergie. Je connais tous les hommes de l'équipage. Il faudrait donc supposer que ce capitaine se trouva parmi eux depuis le départ du navire. Ce n'est pas possible, vous dis-je. Depuis plus de 2 ans, il n'en est pas un que je n'ai pas vu 100 fois à Liverpool. Votre supposition, docteur, est inadmissible. Alors, qu'admettez-vous, Chandon ? Tout excepté cela. J'admets que ce capitaine, ou un homme à lui, que sais-je, a pu profiter de l'obscurité, du brouillard, de tout ce que vous voudrez pour se glisser à bord. Nous ne sommes pas éloignés de la terre. Il y a des kayaks d'esquimaux qui passent inaperçus entre les glaçons. On peut donc être venu jusqu'au navire, avoir remis cette lettre. Le brouillard a été assez intense pour favoriser ce plan. « Et pour empêcher de voir le brick, répondit le docteur. Si nous n'avons pas vu, nous, un intrus se glisser à bord, comment lui aurait-il pu découvrir le Forward au milieu du brouillard ? C'est évident, fit Johnson.
J'en reviens donc à mon hypothèse, dit le docteur. Qu'en pensez-vous, Chandon ? Tout ce que vous voudrez, répondit Chandon avec feu, excepté la supposition que cet homme soit à mon bord. Peut-être, ajouta Hall, se trouve-t-il dans l'équipage un homme à lui qui a reçu ses instructions ? Peut-être, fit le docteur. Mais qui ? Demanda Chandon. Je connais tous mes hommes, vous dis-je, et depuis longtemps. En tout cas, reprit Johnson, si ce capitaine se présente, homme ou diable, on le recevra. Mais il y a un autre enseignement, ou plutôt un autre renseignement à tirer de cette lettre. Et lequel ? Demanda Chandon. C'est que nous devons nous diriger non seulement vers la baie Melville, mais encore dans le détroit de Smith. Vous avez raison, répondit le docteur. Le détroit de Smith, répliqua machinalement Richard Chandon. Il est donc évident, reprit Johnson, que la destination du Forward n'est pas de rechercher le passage du nord-ouest, puisque nous laisserons sur notre gauche la seule entrée qui nous y conduise, c'est-à-dire le détroit de Lancastre. Voilà qui nous présage une navigation difficile dans des mers inconnues. Oui, le détroit de Smith, répondit Chandon, c'est la route que l'Américain Kane a suivie en 1853. Et au prix de quel danger ? Longtemps on l'a cru perdu sous ces latitudes effrayantes. Enfin, puisqu'il faut y aller, on ira. Mais jusqu'où ? Est-ce au pôle ? Et pourquoi pas ? S'écria le docteur. La supposition de cette tentative insensée fit hausser les épaules au maître d'équipage. Enfin, reprit James Hall, pour en revenir au capitaine, s'il existe, je ne vois guère sur la côte du Groenland que les établissements de Disko ou de Pennewick, où il puisse nous attendre. Dans quelques jours, nous saurons donc à quoi nous en tenir. Mais, demanda le docteur à Chandon, n'allez-vous pas faire connaître cette lettre à l'équipage ? Avec la permission du commandant, répondit Johnson, je n'en ferai rien. Et pourquoi cela ? Demanda Chandon. Parce que tout cet extraordinaire, ce fantastique, est de nature à décourager nos hommes. Ils sont déjà fort inquiets sur le sort d'une expédition qui se présente ainsi. Or, si on les pousse dans le surnaturel, cela peut produire de fâcheux effets, et au moment critique, nous ne pourrions plus compter sur eux. Qu'en dites-vous, commandant ? Et vous, docteur, qu'en pensez-vous ? Demanda Chandon. Maître Johnson, répondit le docteur, me paraît sagement raisonné. Et vous, James ? Sauf meilleur avis, répondit Wall, je me range à l'opinion de ces messieurs. Chandon se prit à réfléchir pendant quelques instants. Il relut attentivement la lettre. Messieurs, dit-il, votre opinion est certainement fort bonne, mais je ne puis l'adopter. Et pourquoi cela, Chandon ? Demanda le docteur. Parce que les instructions de cette lettre sont formelles. Elle commande de porter à la connaissance de l'équipage les félicitations du capitaine. Or, jusqu'ici, j'ai toujours obéi aveuglément à ses ordres, de quelque façon qu'ils me fussent transmis, et je ne puis... Cependant, reprit Johnson, qui redoutait justement l'effet des semblables communications sur l'esprit des matelots. Mon brave Johnson, repartit Chandon, je comprends votre insistance. Vos raisons sont excellentes, mais lisez. Il vous prie d'en témoigner sa reconnaissance à l'équipage. Agissez donc en conséquence, reprit Johnson, qui était d'ailleurs un strict observateur de la discipline. Faut-il rassembler l'équipage sur le pont ? Faites, répondit Chandon. La nouvelle d'une communication du capitaine se répandit immédiatement à bord. Les matelots arrivèrent sans retard à leur poste de revue, et le commandant lut à voix haute la lettre mystérieuse. Un morne silence accueillit cette lecture. L'équipage se sépara en proie à 1000 suppositions. Clifton eut de quoi se livrer à toutes les divagations de son imagination superstitieuse. La part qu'il attribua dans cet événement à Doc Captain fut considérable, et il ne manqua plus de le saluer quand par hasard il le rencontrait sur son passage. « Quand je vous disais,
répétait-il au matelot, que cet animal savait écrire. On ne répliqua rien à cette observation, et Bell lui-même, le charpentier, eût été fort embarrassé d'y répondre. Cependant, il fut constant pour chacun que, à défaut du capitaine, son ombre ou son esprit veillait à bord. Les plus sages se gardèrent désormais d'échanger entre eux leurs suppositions. Le 1er mai, à midi, l'observation donna 68 degrés pour la latitude et 56 degrés 32 minutes pour la longitude. La température s'était relevée et le baromètre marquait 25 degrés au-dessus de zéro, moins 4 degrés centigrades. Le docteur put s'amuser à suivre les ébats d'une ours blanche et de 2 oursons sur le bord d'un pack qui prolongeait la terre. Accompagné de Wall et de Simpson, il essaya de lui donner la chasse dans le canot. Mais l'animal, d'humeur peu belliqueuse, entraîna rapidement sa progéniture avec lui et le docteur dut renoncer à le poursuivre. Le cap Chidley fut doublé pendant la nuit sous l'influence d'un vent favorable et bientôt les hautes montagnes de Disco se dressèrent à l'horizon. La baie de Godan, résidence du gouverneur général des établissements danois, fut laissée sur la droite. Chandon ne jugea pas à propos de s'arrêter et dépassa bientôt les pirogues d'Esquimaux qui cherchaient à l'atteindre. L'île Disco porte également le nom d'île de la Baleine. C'est de ce point que le 12 juillet 1845, Sir John Franklin écrivit pour la dernière fois à l'Amirauté. Et c'est à cette île ainsi que, le 27 août 1859, le capitaine McClintock toucha à son retour, rapportant les preuves trop certaines de la perte de cette expédition. La coïncidence de ces 2 faits devait être remarquée par le docteur. Ce triste rapprochement était fécond en souvenirs, mais bientôt les hauteurs de Disco disparurent à ses yeux. Il y avait alors de nombreux icebergs sur les côtes, de ceux que les plus forts dégels ne parviennent pas à détacher. Cette suite continue de crêtes se prêtait aux formes les plus étranges. Le lendemain, vers 3 heures, on releva au nord-est Sanderson Hope. La terre fut laissée à une distance de 15 milles sur tribord. Les montagnes paraissaient teintes d'un bistre rougeâtre. Pendant la soirée, plusieurs baleines de l'espèce des Finners, qui ont des nageoires sur le dos, vinrent se jouer au milieu des trains de glace, rejetant l'air et l'eau par leurs évents. Ce fut pendant la nuit du 3 au 4 mai que le docteur put voir pour la première fois le soleil raser le bord de l'horizon sans y plonger son disque lumineux. Depuis le 31 janvier, ces orbes s'allongeaient chaque jour et il régnait maintenant une clarté continuelle. Pour des spectateurs inhabitués, cette persistance du jour est sans cesse un sujet d'étonnement et même de fatigue. On ne saurait croire à quel point l'obscurité de la nuit est nécessaire à la santé des yeux. Le docteur éprouvait une douleur véritable pour se faire à cette lumière continue, rendue plus mordante encore par les réflexions des rayons sur les plaines de glace. Le 5 mai, le Forward dépassa le 72e parallèle. 2 mois plus tard, il eut rencontré de nombreux baleiniers se livrant à la pêche sous ces latitudes élevées. Mais le détroit n'était pas encore libre pour permettre à ces bâtiments de pénétrer dans la mer de Baffin. Le lendemain, le Brick, après avoir dépassé l'île des Femmes, arriva en vue d'Openewek, l'établissement le plus septentrional que possède le Danemark sur ses côtes. Chandon, le docteur Clawbonny, Johnson,
Fokker et Strong le cuisinier descendirent dans la baleinière et se rendirent au rivage. Le gouverneur, sa femme et ses 5 enfants, tous esquimaux, vinrent poliment au-devant des visiteurs. Le docteur, en sa qualité de philologue, possédait un peu de danois qui suffit à établir des relations fort amicales. D'ailleurs, Fokker, interprète de l'expédition, en même temps qu'Ice Master, savait une vingtaine de mots de la langue groenlandaise, et avec 20 mots on va loin, si l'on n'est pas ambitieux. Le gouverneur est né à l'île d'Isco et n'a jamais quitté son pays natal. Il fit les honneurs de sa ville, qui se compose de 3 maisons de bois, pour lui et le ministre luthérien, d'une école et de magasins dont les navires naufragés se chargent de faire l'approvisionnement. Le reste consiste en huttes de neige dans lesquelles les Esquimaux entrent en rampant par une ouverture unique. Une grande partie de la population s'était portée au-devant du forward, et plus d'un naturel s'avança jusqu'au milieu de la baie dans son kayak, long de 15 pieds et large de 2 au plus. Le docteur savait que le mot esquimau signifie mangeur de poissons crus, mais il savait aussi que ce nom est considéré comme une injure dans le pays. Aussi ne se fit-il pas faute de traiter les habitants de Groenlandais. Et cependant, à leurs vêtements huileux, de peau de phoque, à leurs bottes de même mâture, à tout cet ensemble graisseux et infect, il était facile de reconnaître de quelle nourriture ces gens-là faisaient usage. D'ailleurs, comme chez tous les peuples ichthyophages, la lèpre les rongeait en partie, mais ils ne s'en portaient pas plus mal pour cela. Le ministre luthérien et sa femme, avec lesquels le docteur se promettait de causer plus spécialement, se trouvaient en tournée du côté de Provenne, au sud d'Openewek. Il fut donc réduit à s'entretenir avec le gouverneur. Ce premier magistrat ne paraissait pas fort lettré. Un peu moins, c'était un âne. Un peu plus, il savait lire. Cependant, le docteur l'interrogea sur le commerce, les habitudes, les mœurs des Esquimaux, et il apprit dans la langue des gestes que les phoques valaient environ 40 livres, rendues à Copenhague. Une peau d'ours se payait 40 dollars danois, une peau de renard bleu 4, et de renard blanc 2 ou 3 dollars. Le docteur voulut aussi, dans le but de compléter son instruction personnelle, visiter une hutte d'Esquimaux. On ne se figure pas de quoi est capable un savant qui veut savoir. Heureusement, l'ouverture de cette cahute était trop étroite et l'enragé ne put y passer. Il échappa belle, car rien de plus repoussant que cet entassement de choses mortes ou vivantes, viande de phoque, poissons pourris et vêtements infects qui meublent une cabane groenlandaise. Pas une fenêtre pour renouveler cet air irrespirable. Un trou seulement au sommet de la hutte qui livre passage à la fumée mais ne permet pas à la puanteur de sortir. Fokker donna ces détails au docteur et ce digne savant n'en maudit pas moins sa corpulence. Il eût voulu juger par lui-même de ses émanations sui generis. « Je suis sûr, dit-il, que l'on s'y fait à la longue. » À la longue, peint d'un seul mot, le digne Globoni. Pendant les études ethnographiques de ce dernier, Chandon s'occupait, suivant ses instructions, de se procurer des moyens de transport sur les glaces. Il dut payer 4 livres un traîneau et 6 chiens, et encore, les naturels firent des difficultés pour s'en dessaisir. Chandon eût également voulu engager Hans Christian, l'habile conducteur de chiens, qui fit partie de l'expédition du capitaine McClintock, mais ce Hans se trouvait alors dans le Groenland méridional. Vint alors la grande question à l'ordre du jour. Se trouvait-il à Openewek un Européen attendant le passage du forward ?
Le gouverneur avait-il connaissance de ce fait qu'un étranger, vraisemblablement un Anglais, se fut fixé dans ces parages? À quelle époque remontaient ces dernières relations avec des navires baleiniers ou autres? À ces questions, le gouverneur répondit que pas un étranger n'avait débarqué sur cette partie de la côte depuis plus de 10 mois. Chandon se fit donner les noms des baleiniers arrivés en dernier lieu. Il n'en reconnut aucun. C'était désespérant. « Vous m'avouerez, docteur, que c'est à rien y comprendre, dit-il à son compagnon. Rien au cap Farewell, rien à l'île d'Isco, rien au Pennewick. Répétez-moi encore dans quelques jours, rien à la baie de Melville, mon cher Chandon, et je vous saluerai comme l'unique capitaine du Forward. » La baleinière revient au brick vers le soir, en ramenant les visiteurs. Strong, en fait d'aliments nouveaux, s'était procuré plusieurs douzaines d'œufs d'Eider Dukes, 2 fois plus gros comme des œufs de poule et d'une couleur verdâtre. C'était peu, mais enfin très rafraîchissant pour un équipage soumis au régime de la viande salée. Le vent devint favorable le lendemain, et cependant Chandon n'ordonna pas l'appareillage. Il voulut attendre un jour, et par acquis de conscience, laisser le temps à tout être quelconque appartenant à la race humaine de rejoindre le Forward. Il fit même tirer d'heure en heure la pièce de 16 qui tonnait avec fracas au milieu des icebergs. Mais il ne réussit qu'à épouvanter des nuées de mollymox et des roches. Pendant la nuit, plusieurs fusées furent lancées dans l'air, mais en vain. Il fallut se décider à partir.